au centre hospitalier Métropole Savoie. Je suis Florent Chambaz, directeur général du centre hospitalier Métropole Savoie, mais également directeur du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier de Belay. Donc une bonne partie des établissements du territoire. C'est juste laisser les uns et les autres se présenter, puis on va entamer Dr Dalmont. Docteur Philippe Dalmont, directeur médical de crise Covid-19. Docteur Emmanuel Forestier, chef de service de maladies infectieuses. Et docteur Olivier Rongeau, infectiologue, centre hospitalier Métropole Savoie. Alors, la raison pour laquelle on a voulu échanger avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a déclenché aujourd'hui à 14 h le plan blanc, qui est un dispositif en grande partie administratif, mais qui nous permet des évolutions assez sensibles de nos organisations, qu'on a mis en place donc de manière collégiale avec l'ensemble des établissements du territoire, qu'ils soient publics et privés. Ce qui veut dire que, également, depuis 14 h, la clinique Herbert, le Medipôle de la Savoie, le centre hospitalier Albertville-Moutier, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne et le centre hospitalier de Belay sont en plan blanc. Donc le plan blanc, ça veut dire qu'on est dans une situation sanitaire exceptionnelle qui nécessite qu'on prenne des adaptations d'organisation. Ce n'est pas la première fois qu'on est en plan blanc. On l'avait déjà été lors de la première vague de l'épidémie Covid, mais ça avait été un plan blanc déclenché par le niveau national au mois de mars. Si on a pris la décision de déclencher ce plan blanc, en accord avec les autorités bien évidemment et avant tout avec l'Agence régionale de santé, c'est que l'évolution de la situation au cours des derniers jours a été particulièrement péjorative. Je propose peut-être, docteur Rongeau, que vous puissiez faire un point sur l'évolution de la situation telle qu'on l'a connue pour les derniers jours. Sur le plan épidémiologique, la Savoie est dans une situation préoccupante. Pour vous donner une idée, on avait un taux d'incidence il y a une quinzaine de jours qui était autour de 120 cas pour 100 000 habitants. Vendredi, on était à 252 pour 100 000 habitants. Et les derniers chiffres qu'on a à notre disposition, on est à 315 pour 100 000 habitants. Ce qui veut dire qu'on a une progression exponentielle actuellement. Je vous donne un deuxième chiffre qui est parlant. Si on regarde le nombre de cas déclarés en Savoie, la semaine du 21 au 27 septembre, on était à 295 cas. On était à 347 la semaine suivante, donc la semaine du 28 septembre au 4 octobre. 649 cas dans la semaine du 5 au 11 octobre. Et 1283 cas durant la dernière semaine, donc qui se termine au 18 octobre. Donc ça veut dire que le nombre de cas actuellement est en progression très rapide. Le taux d'incidence est en progression très rapide. On est en dessous, heureusement encore, de la moyenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est actuellement à 381. Mais vous savez que les métropoles Saint-Étienne, Lyon et Grenoble sont très très durement touchées. On est dans la région où la progression est actuellement la plus rapide et la plus préoccupante au niveau de la tension en particulier sur les lits de réanimation. Le message que je voudrais faire passer là-dessus, c'est que pourtant, les mesures grand public sont redites depuis un mois. Et malgré ça, on a un taux de progression du nombre de nouveaux cas en Savoie que je trouve préoccupant, ce qui veut dire que les mesures ne sont pas totalement appliquées, puisque théoriquement, des mesures barrières bien appliquées, respectées en permanence dans sa vie quotidienne, professionnelle et extra-professionnelle, devraient nous mettre à l'abri de cette progression. Donc là, je tire vraiment un signal d'alarme, où si on ne réagit pas plus immédiatement, on va continuer à aller dans le mur. Les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes. Plus il y a de cas, plus il y aura de cas, puisque la transmission de cette maladie est hélas importante. On a un taux de reproduction de la maladie qui est important, des taux de contamination, vous le savez, dans des structures touchées qui sont très importants. Donc il faut vraiment aujourd'hui qu'on dise attention, si on ne se bouge pas en Savoie, on va aller vers des mesures encore plus contraignantes, de type couvre-feu ou équivalent, puisque là, on est dans une situation qui ne fait que progresser de semaine en semaine. Au-delà de la situation générale dans la population, il y a aussi effectivement une tension forte au niveau de l'hospitalisation qui commence à se faire jour. Je laisserai la parole au docteur Forestier pour faire un point sur l'hospitalisation, notamment au centre hospitalier Métropole Savoie. Je veux juste souligner qu'on a quand même eu des clusters, donc des cas groupés qui apparaissent de manière importante au sein de nos EHPAD. Dans la première phase, il n'y avait eu aucun cas dans les EHPAD hospitaliers de Chambéry.
on le voit dans cette deuxième phase, une multiplication de clusters, liée notamment à ce que disait le docteur Rougeau, c'est-à-dire au non-respect des règles pourtant bien connues de tous, et ce depuis maintenant plusieurs semaines. Donc sur l'hospitalisation, la tension se fait jour, même si on n'est pas encore en situation de rupture, mais l'objectif c'est aussi par un plan blanc d'anticiper les choses. Docteur Forestier, sur la situation hospitalière. Merci. Donc effectivement, ce qu'on constate en ville, en décalé de 8 à 10 jours, se constate également à l'hôpital, avec une augmentation là aussi du nombre d'hospitalisations de patients, notamment dans les services de médecine. On est passé de quelques cas répartis dans un ou deux services à plusieurs dizaines de cas qui sont maintenant répartis dans plusieurs services. On adapte un peu notre organisation à cette augmentation épidémiologique, puisqu'on a grosso modo deux profils de patients, des patients qui ont une maladie Covid qui est très prédominante au niveau respiratoire et qui nécessite vraiment une compétence particulière tant sur le plan soignant que médical, avec une surveillance vraiment adaptée. Et donc ces patients sont hospitalisés en priorité en maladies infectieuses et en pneumologie, ou s'ils sont en détresse sur le plan respiratoire dans les services de soins intensifs et de réanimation. Et puis des patients qui ont une maladie Covid qui est un peu moins prédominante, qui touche moins les poumons, mais qui fatigue beaucoup ces patients, notamment les personnes âgées, qui ont besoin d'être hospitalisées, mais qui ne relèvent pas d'une surveillance très spécifique. Et ces patients sont alors hospitalisés dans d'autres services, et s'ils ont une décompensation plus spécifique d'un organe, dans le service où ils vont être pris en charge de la manière la plus adaptée. Donc cela nous permet d'adapter notre prise en charge hospitalière à ce volume de patients qui va croissant. Mais pour l'instant, si on n'a pas atteint nos limites, notre inquiétude, c'est qu'effectivement, dans les semaines qui viennent, si les mesures ne sont pas prises, comme le disait mon collègue, on soit confronté à des réelles difficultés pour adapter notre offre hospitalière à ce nombre de patients qui va croissant. La situation qu'on décrit sur le centre hospitalier Métropole Savoie, elle est identique et on la retrouve dans beaucoup d'établissements du territoire. C'est pour ça que la démarche de mise en place d'un plan blanc, elle est territoriale. Elle n'est pas uniquement du fait du centre hospitalier Métropole Savoie. Des cas se multiplient notamment sur Albertville-Moutier où la tension, en quelques jours, on a un nombre de cas qui a plus que doublé. Et de la même manière sur un certain nombre d'autres établissements. Donc là, il s'agit d'anticiper avant d'être dans une situation où effectivement, on serait amené à avoir des arbitrages plus compliqués. Le fait de mettre en place un plan blanc, ça a des conséquences certes administratives, mais ça a des conséquences concrètes aussi dans notre organisation. Je vais laisser le docteur Dalmont expliquer les premiers arbitrages que l'on a rendus. Ce sont une série de premiers arbitrages qui peuvent être amenés à évoluer et à être complétés dans les prochains jours. Donc, ce matin, en cellule de réorganisation, nous avons acté, et ça pour protéger bien sûr notre hôpital et nos professionnels, plusieurs décisions. D'abord, suppression, les visites sont suspendues en EHPAD et en SSR pendant 15 jours. Nous réévaluerons bien sûr cette décision dans 15 jours au vu de l'évolution de l'épidémie. Et nous limiterons au niveau de l'hôpital, donc médecine, chirurgie, obstétrique, à une visite par jour, par patient, avec une seule personne qui peut visiter pendant 1 heure. Nous avons demandé aussi à ce que les accompagnants, qu'il n'y ait qu'un accompagnant par personne, parce que nous avions beaucoup d'accompagnants qui ne respectaient pas non plus dans les salles d'attente, en consultation, les mesures barrières, une seule personne accompagnant les consultants. Les intervenants extérieurs, nous avons demandé à ce que les intervenants extérieurs qui participent aux soins du patient continuent. En revanche, tout ce qui est socioculturel, entre guillemets, même si c'est important, là, ce n'est pas fondamental. Et donc, nous arrêtons ces interventions. Les visiteurs médicaux, nous demandons aussi à ce qu'ils ne viennent plus. En revanche, il y a des visiteurs médicaux qui viennent pour de l'aide technique. Eux, on en a besoin. Ils viendront toujours. Nous maintenons bien sûr les questions sentinelles. Alors la question sentinelle, c'est de poser les questions à toute personne qui vient en consultation, en hospitalisation. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous toussez? Etc. On reçoit toujours ces personnes en consultation, mais on prend bien sûr des mesures encore plus importantes pour se protéger nos personnels et protéger aussi les consultants. Et bien sûr, on travaille à toute une déprogrammation. Là, ça nous est demandé par la région. Déprogrammation qui ne va pas bien sûr toucher tout ce qui est activité d'urgence, de cancérologie. Dès lors qu'il y a une perte de chance pour le patient, on ne déprogramme pas non plus. On ne déprogramme pas pour l'instant non plus l'activité ambulatoire. On verra dans les jours qui viennent si on nous demande de le faire, si c'est nécessaire. On ne déprogramme pas pour l'instant non plus les activités médicales.
Oui, un point important, c'est que lors de la première phase, il y avait une déprogrammation de l'ensemble des activités hospitalières de manière assez abrupte. Là, comme l'Agence régionale de santé l'avait déjà demandé en fin de semaine dernière pour le Rhône, la Loire et l'Isère, nous avons reçu au niveau du département de l'Ain et de l'ensemble de la Savoie une demande de déprogrammation des activités chirurgicales pour une période de 15 jours. Donc ça ne veut pas dire que toutes les activités chirurgicales vont être déprogrammées, hein, comme l'a bien précisé le docteur Dalmont. On va continuer les activités urgentes, on va continuer les activités de cancérologie, on va continuer les activités qui pourraient être, qui si elles étaient reportées, pourraient être délétères pour la santé du patient, et on va continuer l'activité en ambulatoire. Donc tout ne s'arrête pas, à l'inverse de la première phase, mais il y aura quand même des limitations. Voilà. Et cette mesure rentre en application à partir de demain. L'objectif de la demande qui nous a été faite, c'est de, à la fois, par cette déprogrammation, libérer des lits pour pouvoir accueillir des patients Covid, mais aussi libérer des professionnels dont on a besoin pour notamment ouvrir des lits supplémentaires de réanimation. Vous savez, pendant la première phase de la crise, et ce sera aussi le cas pendant la deuxième phase, l'importance des lits de réanimation a été cruciale. Il nous a fallu passer de 18 à 20 lits de réanimation jusqu'à 36 lits en l'espace de quelques jours. Là, aujourd'hui, on a les effectifs qui sont repérés, on a le matériel qui est prêt, et progressivement, en fonction des besoins, on passerait, si le besoin était, de 20 lits actuellement à plus de lits si besoin. Et ça va nécessiter de pouvoir prendre les personnels dans les services où ils sont actuellement. La déprogrammation devrait pouvoir nous aider, et nous aider également à pouvoir mobiliser des professionnels des autres établissements qui pourraient être appelés aussi pour participer à l'augmentation de la capacité de réanimation. C'est une première série de mesures, comme l'a dit le docteur Dalmont. On peut être amené, dans le courant de la semaine, voire la semaine prochaine, à faire évoluer notre doctrine. Le docteur Rogeau l'a indiqué, hein, l'évolution de l'épidémiologie, elle n'est pas écrite. Donc effectivement, si le respect des règles telles qu'elles sont fixées aujourd'hui, du port du masque étendu, des distanciations sociales sont respectées, on pourrait peut-être espérer que la situation s'améliore. Aujourd'hui, elle n'en prend pas le chemin, c'est une vraie préoccupation qui est la nôtre, mais on évoluera nos organisations en fonction de ça. Au niveau hospitalier, pour terminer, redire simplement que l'ensemble des professionnels sont mobilisés, et l'ensemble de l'établissement est mobilisé pour faire face à la situation. Ce sera plus compliqué sur certains aspects que la première fois, parce que l'on veut absolument continuer à prendre en charge les patients hors Covid et en même temps les patients Covid. Donc c'est un défi supplémentaire pour l'hôpital, dans un environnement où effectivement l'ensemble des personnels ont déjà beaucoup donné lors de la première vague, qui n'est pas si loin que ça en réalité lorsqu'on regarde les quelques semaines écoulées depuis la fin de la première. Voilà les quelques points qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, et on est évidemment à votre disposition si vous avez des questions. J'ai parlé du taux d'incidence et on en est où au taux de positivité? Alors, le taux d'incidence, quand on parle de taux d'incidence, donc c'est pour 100 000 habitants, hein, on est bien d'accord? Par semaine. Et par semaine. Donc ça, c'est un marqueur, hein, que vous avez dans différents lieux. Donc ça, c'est le marqueur classique, donc c'est pour 100 000 habitants par semaine. Le taux de positivité actuellement des tests, il est en Savoie de 16,9%. La possibilité de test a augmenté. Sur la semaine dernière, on a fait 7650 tests. Mais là, on arrive à la limite. C'est-à-dire que les plateaux techniques des laboratoires, les capacités de prélèvement font qu'on ne va pas pouvoir augmenter beaucoup plus les possibilités de nombre de tests. Alors, vous allez me dire, est-ce que le taux d'incidence est lié au fait qu'on teste plus? La réponse est non. C'est-à-dire que depuis au moins 4 semaines, globalement, le nombre de tests réalisés est à peu près stable. Par contre, le taux de positivité, semaine après semaine, est à la hausse. Donc pour ça, on est clairement dans un nombre de patients symptomatiques et patients positifs plus important que celui qu'on avait il y a 4 semaines. Et ça n'est pas qu'un biais lié au fait qu'on teste plus. Donc voilà, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre jusqu'à combien on va monter, parce que, comme l'a dit le docteur Forestier, on ne sait pas quel est le niveau de l'épidémie. Combien vous pouvez? Jusqu'à 36 lits aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et combien de personnel au quotidien?
juste dans le centre hospitalier de Chambéry. Est-ce que vous allez en appeler plus? Il y en aura plus ou c'est simplement pour les déplacer d'un service à un autre? Aujourd'hui, alors quotidiennement c'est compliqué à dire parce que on va dire qu'on a 5000 personnes qui travaillent pour le centre hospitalier Métropole Savoie et qui sont là plus ou moins tous les jours. Voilà, puisqu'on est un établissement qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit, week-end et jours fériés. Donc évidemment, toutes ces personnes-là sont importantes pour le fonctionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, la situation que l'on connaît comme tous les établissements en France, c'est une grande tension sur le personnel pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des professionnels qui sont positifs et on met tout en place aujourd'hui pour qu'un professionnel positif puisse ne pas travailler. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a des personnels qui sont aussi fatigués pour certains et qui donc sont plus sujets à des arrêts maladie de courte durée, mais qui perturbent le fonctionnement des services, ça évidemment. Et puis on a aujourd'hui des structures, on va dire, de remplacement, d'intérim qu'on utilisait régulièrement, comme tous les autres établissements, qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de répondre à la demande. Parce que la première phase de la crise Covid a épuisé les ressources et qu'ils n'ont pas eu la capacité de refaire leur vivier. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la tension sur les effectifs, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de personnel qui viennent à l'hôpital, à part des personnes qui viendraient de la réserve sanitaire, à part des personnels qui seraient à la retraite et qui viendraient nous aider, à part des personnels qui éventuellement de la médecine libérale ou des professionnels libéraux, c'est la première phase, c'était pour certains intervenus, il n'y a pas de vivier aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ne pas épuiser nos personnels aujourd'hui, à avoir les bonnes compétences au bon endroit, ni trop pas assez. Donc c'est vraiment une vraie difficulté dans la gestion de cette crise qui n'est pas pour une semaine, qui est pour plusieurs semaines de manière incontestable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de personnel supplémentaire qui va vraiment venir de l'extérieur. Là, on va faire venir du personnel. C'est des compétences très réduites, très précises. Par exemple, le personnel pour faire de la réanimation. Et là, on a déjà identifié avec Medipôle des professionnels de Medipôle qui pourront venir au CHMS pour ouvrir des lits de réanimation supplémentaires, des professionnels d'Albertville-Moutier qui pourront venir au CHMS pour ouvrir des lits de réa supplémentaires. C'est vraiment dans ce sens-là que la solidarité va se jouer. Et à Aix-les-Bains, on en est où? Je crois que vous avez des 58 personnes. À Aix-les-Bains, on a effectivement dans le secteur EHPAD et SSR, on a effectivement des épidémies. Les données n'ont pas évolué depuis aujourd'hui, enfin depuis hier. C'est une épidémie qui est aujourd'hui surveillée, évidemment identifiée. On a pu dépister les professionnels, on a pu dépister les patients. Et on surveillera l'évolution de l'épidémie à 7 jours et 14 jours, comme c'est d'habitude. Tous les jours, on nous donne des informations sur leur santé, vos patients. Et là, ils sont stables. Il y en a 4 qui ont besoin d'oxygène, mais c'est stable. Et voilà, on suit bien sûr leur évolution tous les jours. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes en réanimation? 9 personnes hospitalisées en réanimation. Pour du Covid. Et parce que la réanimation, c'est important d'avoir en tête que la réanimation, elle va continuer à fonctionner pour le reste. On est un hôpital de premier recours pour la Savoie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autres lits de réanimation que les lits de Chambéry, pour être clair. Et on ne peut pas avoir 20 lits occupés par le Covid. Donc 9 lits sur 20, ça veut dire déjà pratiquement 50% de nos capacités occupées que pour du Covid. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité à faire face à l'ensemble de nos autres missions. Et combien d'hospitalisations Covid aujourd'hui? 72. Je crois que c'est 72 en incluant tous les patients des SSR. On est pour les services de médecine, on est à une quarantaine. Il y a 14 patients dans le service de maladies infectieuses hospitalisés. Et puis après, il y a quelques patients qui sont répartis dans les autres services, en pneumologie notamment. Voilà, le chiffre précis. 72. Ce matin, 9h30, 72, pour être très précis. Comme ça, voilà. Ça, c'est en incluant les MCO et SSR. Les SSR, les patients hospitalisés en soins de suite et rééducation. Alors l'évolution de ces chiffres, je réinsiste parce que la mesure est quand même importante. On va envoyer un courrier à l'ensemble des familles de résidents. L'interdiction des visites en EHPAD et en SSR pendant 15 jours, on la prend vraiment à contre-cœur. On a envoyé un certain nombre de courriers depuis le mois de septembre pour le rappel des règles barrières, le rappel du port du masque. Et si on a pu constater qu'un grand nombre de familles s'étaient vraiment adaptées à une situation difficile et on les en remercie, on a eu des difficultés sur certaines familles à faire respecter le respect du port du masque, qui a été à l'origine d'un certain nombre de des épidémies. Donc là, avec le virus qui circule plus dans la population, la fragilité de nos résidents en EHPAD,
on ne peut pas prendre une autre décision que celle-ci. Donc il y aura une vigilance particulière, tous les dispositifs qui ont été mis en place autour des appels en visio, un intérêt particulier, en tout cas une vigilance particulière sur le déclin cognitif des résidents. On l'a bien acquis et c'est une expérience qui nous sera utile. On est obligé de prendre cette décision au moins pour 15 jours. Et on réévaluera. Il y a des cas Covid à Aix, mais sur Chambéry, il y en a aussi dans les Oui, EHPAD. il y a eu des cas Covid en Chambéry et dans les EHPAD, tout à fait. Lesquels, pour savoir. Je n'ai pas la liste exhaustive là-dessus. Il y a quelques unités qui ont été concernées sur la terrasse des horloges, notamment ici au niveau de la direction générale. Et ça fait combien de personnes À aujourd'hui, au total, on a une dizaine de personnes sur Chambéry, pardon. Une dizaine de personnes sur Chambéry. Quand on parle de visite, on parle aussi bien sûr de permission, ça va de pair. Une dizaine de personnes, mais c'est du personnel. Non, des dizaines de résidents. Résidents. Dizaines de résidents, pardon.